Transition. Voilà, Ah, c'est reparti. de retour, c'est reparti. C'est reparti. c'est Vas-y, reparti. vas-y. Voilà, ça repart. Comme ça le bébé de repart. show. On est encore en direct, on est toujours avec Yanro, on est toujours dans... Yann Ro. Ouais. bah, c'est ton nouveau surnom. Attends, mais, bah, C'est vrai? C'est comme ça qu'on m'appelle, non? Ah bah ça y est. En tout cas, c'est toujours sur l'égyptologie, on va dire non, plutôt l'archéologie interdite, parce que là on a beaucoup parlé de l'Égypte, mais on va parler auprès d'autres endroits. Mais pour finir avec l'Égypte, parce qu'il y a tellement, de toute façon c'est un sujet tellement vaste, on parlait, c'est vrai que l'égyptologie officielle, elle s'appuie sur certains dogmes, sur certains auteurs, hein, Hérodote particulièrement, toi tu parles de Diodore aussi. Diodore aussi, oui. Oui. Oui, dans Hérodote. En fait, de manière générale, quand l'égyptologie va se baser sur un texte, elle ne va en garder que la substance qui l'arrange. Parce que la substance qui ne l'arrange pas, elle ne sait pas quoi en faire, et l'homme n'aime pas ne pas trouver ses réponses. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Il y a deux choses qui sont méconnues. La première, donc, c'est... donc, ce qui est connu par contre, c'est Hérodote, ce qu'il a expliqué, à peu près en 600 avant Jésus-Christ, donc presque 2000 ans avant la construction supposée des pyramides et du plateau de Gizeh dans sa globalité. C'est un des fondements, des piliers de l'égyptologie. Jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est admis. Oui, quoi. tout à fait, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est pas... on n'en doute pas, on considère tout ce que Hérodote a écrit quasiment mot pour mot au pied de la lettre en disant bon, ben voilà, c'est une vérité historique. Vérité historique qu'il a héritée de manière orale, de gens qui ont hérité de ça de manière orale, qui ont hérité de ça, de gens qui ont hérité de ça de manière orale, et ainsi de suite sur 2000 ans. On connaît le téléphone arabe, pour le coup, c'est pas sans mauvais jeu de mots. On connaît la perte d'information, la perte de véracité quand les choses sont transmises de manière orale. Donc en quoi le texte d'Hérodote est plus légitime qu'autre chose? Il est là parce que c'est un des seuls qui en a parlé, et en tout cas c'est un des seuls dont on peut encore trouver la trace des écrits. Au musée du Caire, il y a ce qu'on appelle la stèle de l'inventaire. La stèle de l'inventaire, en fait, c'est une stèle sur laquelle des hiéroglyphes sont apposés qui décrivent que le plateau de Gizeh, donc les trois pyramides, hein, pas les 9, les 3 pyramides et le Sphinx, sont beaucoup plus anciens que l'Égypte dynastique, que le plateau de Gizeh. C'est ce qui est marqué sur la stèle. Oui. Ouais. Que le plateau de Gizeh est pré-dynastique, donc qui rejoint ce qu'on peut penser en termes d'anciennes civilisations disparues, qui rejoignent ce qu'on trouve dans toutes les croyances avec le déluge, les cataclysmes. Enfin, c'est pareil, toujours il faut comment dire, il faut faire un petit mécanisme global et articuler les choses entre elles pour avoir ce recul et cette approche globale et générale pour se dire bah oui, dans toutes les croyances on trouve le Viracocha, comment il s'appelait l'autre, Utnapishtim, toutes ces choses, tous ces civilisateurs en tout cas qui sont décrits. Ensuite on a le déluge, on a une civilisation donc qui aurait disparu, une petite poignée d'élus aurait survécu à tout ça. Et après, de manière beaucoup plus factuelle, on a par exemple cette stèle, comme je le disais, stèle de l'inventaire qui est au musée du Caire, qui décrit le plateau de Gizeh comme un ensemble de constructions pré-dynastiques, qui étaient là avant les Égyptiens. Donc quand? Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on peut trouver dans les croyances. Le problème de cette stèle, en tout cas pour l'égyptologie, c'est qu'elle a été faite, on estime, entre moins 1100 et moins 1200. Et donc l'égyptologie va se dédouaner de toute interprétation et de toute considération en disant, comme cette stèle n'est pas contemporaine de la construction supposée du plateau de Gizeh, elle n'a aucune valeur. On a construit en moins 2500, qui sont ces gens en moins 1100 pour nous dire que ça a toujours été là? Donc c'est décrédibilisé et ça n'est pas validé. Pourtant Hérodote, qui est encore plus éloigné de la construction, lui c'est très bien. Lui, ça va. Donc voilà, là on a de nouveau une incohérence, et comme je disais, quand ça ne rentre pas dans le moule, bon en fait c'est des conneries quoi. Ouais, parce que ça soulèverait trop de questions et ça n'amènerait pas de réponse. Alors qu'Hérodote, bon c'est très simple. Diodore aussi, c'est très simple. Mais qu'est-ce qui redoute le plus dans la révélation de cette archéologie? Voilà, qu'est-ce que redoute la science, on va dire,
l'histoire moderne, à dire... Parce qu'à la limite, l'histoire, ce n'est que de l'histoire. On sait qu'on peut se tromper parce que, justement, la technologie avance, on sait qu'on peut revenir sur un truc, on dire, bah non, là, ça, c'était impossible parce que machin, etc. Pourquoi il y a cette chape de plomb? Pourquoi on veut pas... on nous dit c'est ça, et point, à la ligne, on veut pas en sortir. Je pense que c'est intrinsèquement lié à l'arrogance de l'homme moderne, tout simplement. D'être intimement persuadé et convaincu de manière immuable qu'on est le sommet de tout ce qui a pu exister sur la Terre. Animal, végétal, humain, néandertal, peu importe. On est le sommet de la pyramide de, entre guillemets, l'évolution. L'évolution, d'accord. Donc, par définition, il est inconcevable qu'il y a 1000 ans, on ait pu être plus évolué. Il est inconcevable qu'il y a 2000 ans, on ait pu être plus évolué. Il est inconcevable qu'il y a 10 000 ans, il y ait eu une civilisation plus évoluée, qui visiblement nous a laissé des choses qu'aujourd'hui on n'est pas capable de refaire. Donc par définition, elles étaient plus évoluées. Que ce soit technologiquement, spirituellement ou dans leur approche globale. En tout cas, ils étaient plus développés que nous parce qu'on n'est pas capable de refaire ces choses. Quand je dis plus développé, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement technologiquement, ça peut aussi être dans la manière dont ils appréhendent la vie, la spiritualité, la nature, enfin voilà. Donc ça, c'est inconcevable. Donc à partir de là, tout ce qui remet en cause ce darwinisme, qu'on est parti de rien et on est arrivé à des iPhones et des lives sur Internet. Voilà, si on sort de ce chantier, de ce sentier, ça veut dire que tout simplement c'est pas possible, parce que c'est pas acceptable. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'il y avait des gens plus évolués que nous il y a 10 000 ans. C'est pas possible. Voilà, c'est tout simplement pour ça que... C'est pour ça que ce dogme-là, il est tellement... Parce que, clairement, l'histoire officielle, c'est quoi? C'est l'homme des cavernes, et puis après, voilà, hop, les civilisations qui apparaissent, on ne sait pas trop comment, finalement. On ne sait pas trop comment. C'est un peu la magie du Saint-Esprit. Voilà. Aussi, l'évolution qui est attribuée à, entre guillemets, la race humaine ne répond pas des mêmes contraintes évolutives qu'on attribue à la faune et la flore. Quand on prend des millions d'années d'évolution pour certains animaux, nous, on est là, on est sur... on est quand même les tout premiers, peut-être 1 million, mais voilà, on est, on va dire, à 100 000 ans, il y avait des Néandertals, il y avait des trucs, il y avait des machins, et on ne sait pas trop, tu vois, ça... 100 000 ans en termes d'évolution, c'est une seconde. On n'évolue pas en quelques milliers d'années. Une race animale, parce que, somme toute, on est une race animale, hein, on est rien de plus que... Des mâles et des femelles qui s'accouplent pour perpétuer une race. Voilà. Par contre, dire il y avait des hommes il y a 50 000 ans, 100 000 ans, 175 000 ans, parce que très récemment il y a quelque chose qui a été découvert, je ne sais même plus, alors là on va me crier dessus, qui montrerait qu'il y a des constructions souterraines artificielles qui datent de 175 000 ans. Ah oui, comme Yonaguni, un peu le site, c'est ça, dans le Japon, là, qui est sous l'eau. Oui, alors Yonaguni, oui, on est sous l'eau. Ça, de nouveau, bon, c'est très évidemment énigmatique, c'est très compliqué à analyser, c'est très compliqué à étudier sur place, parce qu'il faut non seulement des experts, mais il faut des experts qui soient capables de plonger. Tout le monde n'est pas capable de plonger, il faut plonger profond, il faut plonger longtemps, il faut être capable de faire des mesures sous-marines. Ouais, bon, c'est très compliqué. Voilà, c'est déjà assez le bordel quand c'est au-dessus de la Terre, donc une fois que ça devient sous-marin, c'est encore pire. Mais voilà, tout ça pour dire que en moins 1100, on a une stèle qui dit, avec des hiéroglyphes, que c'est pré-dynastique, que c'est entre guillemets, ça a toujours été là. Ça, on le discrédite parce que ça nous arrange pas dans ce qu'on accepte en termes de chronologie dynastique pour l'Égypte. Par contre, Hérodote, qui est encore plus éloigné, bon bah lui, il n'y a aucun problème, parce qu'il rentre dans le moule, donc ça va. Et tout ça, ça a été corroboré aussi par des découvertes qui ont été faites, enfin découvertes entre guillemets, par Howard Weiss, j'ai plus l'année, qui serait sorti de la Grande Pyramide avec des stèles sur lesquelles il y a des hiéroglyphes qui indiqueraient qu'elle a été construite par Khéops. Le seul problème de ces stèles, qui sont totalement dissociées de la stèle de l'inventaire dont je parlais avant, sur ces stèles, en fait, si on peut appeler ça la grammaire hiéroglyphique,
était absolument pas en phase avec la grammaire hiéroglyphique qu'on peut retrouver partout à travers l'Égypte. Pourtant, il a pu se targuer d'avoir découvert quelque chose que personne ne connaissait. J'ai la preuve que c'est Khéops. Pourtant, il y a énormément de... Et c'est ça jusqu'à aujourd'hui, c'est la... Oui, tout à fait, ça, tout à fait. preuve. Il y a énormément de gens qui disent, enfin, qui n'y prêtent pas attention, parce qu'ils disent que justement, ces hiéroglyphes ne sont pas des vrais hiéroglyphes. C'est très probablement lui et son équipe qui les ont faits pour pouvoir, comme je disais, se targuer d'avoir fait une découverte grandiloquente et puis dire, bah voilà, on a la preuve que c'est Khéops. Alors que quand on analyse ces hiéroglyphes, ils sont mal faits, ils sont pas du tout dans la qualité des hiéroglyphes qu'on peut trouver ailleurs en Égypte, mais absolument pas sur le plateau de Gizeh. Sur le plateau de Gizeh, il n'y a pas de hiéroglyphes. Nulle part, dans aucune pyramide, nulle part. Pourquoi est-ce qu'on retrouverait des hiéroglyphes oui, ça c'est intéressant, ça. Il n'y a pas de hiéroglyphes sur le plateau. Non, alors les hiéroglyphes, on les trouve, on les trouve à Saqqara, on les trouve à Assouan, on les trouve à Abou Simbel, on les trouve à Edfou, à Komombo, Esna, Luxor, la Vallée des Rois, partout. Mais il y a un certain nombre de constructions, comme l'intégralité du plateau de Gizeh, comme les pyramides, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge de Dachour. Ouais. Il n'y a pas de hiéroglyphes. Celles-là, elles sont moins connues. En plus, je crois qu'elles sont en photo. Elles sont moins connues, ces Alors, pyramides. donc voilà. Donc pour les gens qui ont vu les petites boules avant, on est censé avoir fait tout ça avec les petites boules. Avec les D'accord. petites boules. Là, c'est du granit, ça. Hein. Ça, c'est toujours du granit. C'est ouais. toujours du granit. Granit rose d'Assouan, toujours la D'accord. même chose. Ouais. Voilà, pareil. Donc, Là, pareil. que sont ces traces? À la limite, on peut se dire, effectivement, on a construit cet obélisque en tapant dessus. Pas de problème. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a passé des heures et des heures? Parce qu'il faut des heures et des jours, et si ce n'est des mois, pour faire ces trous, qui sont des trous annexes, qui sont placés dans un endroit qui n'a rien à voir avec l'extraction et la construction de l'obélisque en elle-même. Donc pourquoi, s'il a fallu taper sur l'obélisque, il a aussi fallu taper là? Pourquoi taper un endroit qui ne sert à rien? Ouais, pour extraire en plus quoi, des petits bouts. Bah extraire quoi? On ne sait pas, parce que là c'est simplement de la... Voilà. Et donc, explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Si je suis censé avoir fait déjà cet angle droit en tapant dessus avec mes boules de dolérite, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Techniquement, c'est des erreurs, tu vois. On ne sait pas trop ce que ça peut être. Mais en tout cas, c'est là, et ça n'est pas le résultat de quelqu'un qui va taper avec une boule dessus. Difficile à imaginer. Tu vois, on reprend un petit peu le concept de la glace. C'est comme si c'était un petit peu malléable et qu'on avait simplement passé le doigt et juste gratter un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Gratter, parce qu'on voit le rebord de la matière qui s'est accumulée là où on a arrêté de gratter. Voilà. Là, on est au bord directement de l'obélisque. D'accord, ça Ouais. c'est le bord de l'obélisque qu'on voit ici. À gauche, voilà, D'accord. c'est un des... Là, l'obélisque. Hein, Là, c'est l'obélisque. Donc déjà, sur l'obélisque, on voit ces petites vagues et ces boules. Et à droite, on voit ce couloir technique, si on peut l'appeler un couloir technique, entre guillemets. On peut faire le tour de l'obélisque, hein, c'est ça? On peut faire le tour, on peut descendre par sa base. On peut remonter, mais on ne peut pas faire le tour en haut de la pointe. D'accord. Mais on peut remonter en tout cas sur son corps principal, de part et d'autre. Ouais. Donc voilà, là on est toujours dedans. Donc on est plus dans la technique d'extraction qui nous est inconnue que dans... Effectivement, c'est étroit, il n'y a pas tellement de place que tu Oui, disais parce tout à que si l'heure. tu veux taper avec de la force, t'as pas la place. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on trouve aussi à Saqqara, où on a des cuves absolument phénoménales de granit, qui sont polies. Alors il y a quelques cuves de granit qui sont encore, comment dirais-je, brutes, qui n'ont pas été travaillées, qui n'ont pas été polies, elles ont simplement été grossièrement taillées et extraites, probablement avec les techniques dont je parlais avant, avec le bois, parce que ça, on sait le faire, on ne va pas le remettre en cause, il n'y a aucun problème. Par contre, ces cuves, elles sont placées dans elles sont déjà en souterrain. Donc, le site en lui-même, donc c'est à Saqqara, mais ça s'appelle le Sérapéum. J'ai pas assez de photos de qualité, mais donc ces cuves, elles sont d'une licicitude, ça se dit licicitude? Licicitude, non. Licicitude. Allez, c'est un néologisme, on va admettre. Bah, alors trouve-moi un meilleur mot. Le fait d'être lisse. Un lissage, je sais pas, non. Le lissage. Le lissage, je crois que c'est ça. Le lissage, c'est le fait d'être lissé. Ah, le fait d'être lissé. Ah, l'adjectif d'être lissé. Bah, lisse.
Substantif, comme disait comment il s'appelait Laurent Bromède Ouais. à Pyramide. Substantif. Donc oui, elles sont là et c'est lisse comme de la vitre. C'est du granit, ça brille, les angles sont complètement parfaits. Pourtant, il y a certains endroits sur ces cuves où on a des renfoncements, un peu comme on trouve à Assouan, comme si c'était mou. Et puis que quelqu'un s'est... Tu sais, comme quand tu mets ton pied dans du béton qui vient d'être coulé. Ouais. Là, c'est comme si quelqu'un avait mis ses fesses ou quelque chose et boum, on a un petit renfoncement comme ça, en cercle. Mais, je veux dire, c'est du granit. Tu vois, d'où sort ce renfoncement? Pourquoi il est aussi lisse? Pourquoi est-ce qu'il est travaillé? On voit même, et ça on le montre aux gens qui viendront avec nous cette année, sur les couvercles de ces énormes cuves, qui sont toujours en granit noir, en fait, en dessous, c'est très difficile à expliquer. Si maintenant je renverse mon gobelet ici, l'eau va couler, tu es d'accord? Ouais. Elle va se répandre là, elle va couler le long de la paroi, et puis ici elle va s'accumuler, et puis elle va goûter. Ouais. D'accord, elle va goûter par Par en dessous juste quand en la dessous, gravité. ouais. Voilà. Mais donc elle va passer par en dessous et quand la gravité reprend son. C'est droit. C'est droit, exactement, c'est ça que je cherchais. Quand la gravité va reprendre ses droits, avec l'eau qui s'accumule, ça va goûter. On retrouve exactement la même chose en dessous des couvercles de ces cuves qui sont à Saqqara. C'est-à-dire qu'on a un petit liseré très inégal en dessous, Ouais. qui pourrait tout à fait correspondre à un liquide qui a été appliqué, qui a coulé, et puis comme ici, il s'est accumulé et ensuite il a coulé. C'est pour ça que partout c'est d'une perfection éblouissante, sauf qu'en dessous on voit quelque chose qui est strictement un liquide qui a coulé, qui a été versé et ensuite qui a goûté. Ça je ne l'explique pas non plus. Qu'est-ce que c'était comme alliage? C'était pas forcément quelque chose d'exceptionnel ou d'inconnu, ça peut très bien être des matériaux qu'ils avaient à l'époque. Ouais. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils avaient des techniques de lissage qui font que plusieurs milliers d'années plus tard, au moins 5, peut-être 10, peut-être 50, on ne sait pas, c'est totalement intact. Tu fais ça aujourd'hui, si ça n'est pas entretenu, dans 500 ans, c'est plus là, tu vois. Le granit, ça rend quasiment éternel, c'est ça que tu veux En tout cas, leur travail du granit, leur travail du granit, oui. leur travail du granit est éternel. Et ça, on l'a vu aussi à Luxor, où on est ébloui par certaines statues qui nous reflètent le soleil dans les yeux. On est des milliers et des milliers d'années, on est au moins 4500 ans plus tard, on est peut-être 50 000 ans plus tard, on est peut-être 30 000 ans plus tard. Mais il y a certaines statues, tu ne peux pas les regarder parce que tu as le reflet du soleil et ça t'éblouit. Et donc le reflet sur la pierre, donc Oui, ouais. c'est quoi comme pierre? C'est du calcaire? Non, c'est aussi là en l'occurrence ce dont je parle, c'est dans le temple de Luxor. Ouais. On est aussi sur du granit rose d'Assouan. Encore du granit rose. Qui est travaillé, qui est poli d'une manière, là tu l'as bien dit, éternelle. Et c'est alors les fameuses statues justement, les pieds de Ramsès, donc c'est ça qui font partie d'une statue géante. Ah, le Remasseum, ouais. C'est probablement la plus grande statue monolithique jamais construite par l'homme. Plus grande que les colosses de même nom. Plus grande que les colosses de même nom. Ouais. Plus grande que les colosses de même nom. Peut-être que tu as une photo ou deux. Il faudrait qu'on voit. Donc je pense que les gens, là on est dans Assouan, donc je pense que les gens maintenant ils ont un peu capté le problème. C'est pas dans cette partie-là, donc peut-être. Non, ça va être dans Luxor. Dans Luxor, alors attends, on va aller voir. Remasseum, voilà, tout en bas. Voilà. Yes. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma femme qui se trouve au-dessus de l'épaule de la statue. Ah d'accord, là elle est au-dessous de l'épaule de la statue, Voilà. D'accord, ça nous donne un peu la Donc dimension. à gauche on a la tête, ensuite on a ma femme dans le creux de l'épaule, ensuite on a ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs en anatomie, et puis on a le début du bras. Voilà. Les hiéroglyphes, c'est très intéressant aussi d'analyser la manière dont sont faits les hiéroglyphes parce que ça permet de donner une meilleure compréhension et dimension historique en tout cas à la chronologie dans laquelle s'inscrivent les différentes constructions. Je m'explique. Là, donc on est au Remasseum, c'est une statue qui, oui, le poids estimé, on ne peut pas vraiment savoir, 1200, 1500, 1600 tonnes. Peu importe, c'est déjà gigantesque.
Peut-être qu'après, sur d'autres photos, on verra mieux les hiéroglyphes, mais les hiéroglyphes, ils sont faits, on a l'impression que c'est des gâteaux de Noël, tu vois. Où on a notre petite forme de sapin ou d'étoile, on a un parterre de pâtes, on va dedans, et c'est d'une perfection exceptionnelle. Par contre, il y a d'autres sites où on voit clairement différentes générations, civilisations, peuples, peu importe le terme, qui se sont succédés parce qu'on a des hiéroglyphes qui répondent à cette même perfection. On a d'autres hiéroglyphes qui sont moins parfaits. On a d'autres hiéroglyphes qui sont carrément pourris. Par exemple, le Sérapéum, donc ces grandes cuves de granit. Avant, je faisais le lien d'ailleurs avec les cuves de Abu Ghorab, qui étaient toutes censées avoir recueilli du sang ou des taureaux, ou voilà, pour le dieu Apis. Au même titre que toutes les pyramides construites en tant que tombes, mais qui n'ont jamais été des tombes, on n'a jamais trouvé pas plus de momies dans les pyramides qu'on a trouvé de taureaux dans les cuves de Saqqara qui sont censés honorer le dieu. Et sur une des cuves, parce qu'on a 24 cuves qui sont souterraines, sur une des cuves, on a des hiéroglyphes qui sont d'une imperfection qui est... je veux dire, c'est pourri, quoi. C'est irrégulier, c'est mal fait, c'est tout ce que tu veux, mais c'est à poser sur une des 24 cuves qui sont d'un niveau de technicité et de conception qui sont proprement ahurissants. Donc il est très probable, et c'est de manière logique probablement ce qui s'est passé, il y a une première civilisation qui avait des moyens qu'on est incapable d'imaginer, de concevoir, qui ont réussi à mettre sur pied ces énormes cuves, avec le polissage, l'alliage, le travail, les angles droits, enfin tout ce que tu veux, de manière souterraine, dans des endroits où on n'a pas assez de place pour se tenir debout, entre la cuve et l'alcôve dans laquelle elle se situe. Comment on l'a faite? Les cuves aussi ne passent pas forcément la porte d'entrée du souterrain. Donc ça c'est le plus grand mystère de l'Égypte pour nous, et quand on va en Égypte et qu'on voit Saqqara, on regarde l'entrée, on voit les cuves qui ne rentrent pas, on voit qu'elles sont parfaites. Pareil, elles ont été faites à la main, tu vois, en tapant. Alors qu'on est, je te dis, c'est des milliers et des milliers d'années plus tard, on est aussi lisse qu'une vitre. Et donc sur une de ces 24 cuves, on a des hiéroglyphes qui font quelques petites mentions de ce dieu Apis. Des hiéroglyphes qui sont très mal faits, très approximatifs, c'est pas régulier, c'est absolument pas les mêmes personnes qui ont fait ces hiéroglyphes sur ce granit. Toujours est-il que avec ces hiéroglyphes, on s'est dit, ah bah voilà, il y a un taureau là qui est dessiné quelque part, donc c'est des cuves pour recevoir les taureaux, pour pouvoir les sacrifier et honorer le dieu Apis. Ils ont un peu des explications un peu simplistes peut-être, non, des fois ou... Oui, tout à fait. Donc là voilà, là on est, c'est toujours le même morceau, donc là on voit comment. Alors là, on est pareil. Et puis c'est quoi ces traces de stries là qu'on voit? C'est quoi? Bah là c'est simplement ça a été taillé, quoi. Là c'est purement artistique. D'accord. Voilà, c'est pour faire joli, mais là c'est toujours parfait et c'est dans du granit. Toujours en plus on voit la taille des... Voilà, donc là c'est toujours le même bloc qu'on a vu avant. C'est toujours le même bloc, ouais. D'accord. Là ça c'est les fameux pieds, donc non? Là c'est les pieds, et alors... les fameux pieds de Ramsès, on les appelle, c'est pas ça, non? Exactement, ouais. J'ai pas mis mon pied dessus pour avoir l'échelle, mais si tu reviens un tout petit peu en arrière... C'est-à-dire comme ça. Voilà. On voit ma femme derrière. Voilà. Ok, voilà. Comme ça, on voit la taille. Tout à fait. Ouais, donc, ouais. Et après, sur une autre des photos, ma femme est devant une rotule. Et là, c'est le plus... Donc là, voilà. Bah, les familles. Donc, voilà. Donc là, on est dans du granit et ils sont intacts, parfaits, superbement faits. Tu vois, on a l'impression que c'est de la pâte dans laquelle on a simplement moulé avec des petites formes. Ouais. Et ça, on le retrouve ici. On le retrouve à Médine Abou, qui est aussi sur une superbe cité à visiter sur la rive ouest de Luxor. Donc voilà, ça c'est la rotule, et après normalement tu as la même photo avec ma femme. Voilà. Ouais. Donc là, juste pour donner, donc cette boule là qui sort, c'est simplement la rotule. D'accord. Voilà. Et en haut, c'est le bout des doigts en fait qui sont posés. Tu sais, comme toutes les statues où ils sont comme ça, voilà. Et là, c'est le bout des doigts qui approche les genoux. D'accord. Voilà.
Juste pour donner une idée de donner de l'idée, l'échelle ouais, de l'échelle. de cette statue. Ouais. Là, encore, Voilà, donc c'est la le même. même morceau de statue énorme. Et donc pareil, on retrouve toujours, et tu vois là, si tu montes un tout petit peu les hiéroglyphes, pareil, on a des boules, Ouais. tu vois. Et de manière générale aussi, ce qu'on retrouve à Pumapunku, Pumapunku en Bolivie, ouais. voilà, normalement on va essayer d'y aller l'année prochaine, D'accord. espérons, Ouais, espérons. ouais. Île de Pâques, Pumapunku, Machu Picchu, Picchu. Pichou. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un côté, et de nouveau, là on est dans une approche globale, on a un côté cataclysmique, systématique de ces sites. Par quel miracle cette statue qui fait 1200 tonnes est comme ça éparpillée aux quatre coins de ce site? Pourquoi Pumapunku est un bordel inexplicable? Tu vois, qu'est-ce qui a créé le fait que Pumapunku, c'est pareil, c'est des monolithes qui font certains plusieurs centaines de tonnes. Je crois que le plus gros fait 450 tonnes. Qu'est-ce qui a fait que Pumapunku, maintenant, après avoir été construit de manière voilà, figée, on est sur 1 ou 2 kilomètres carrés et tout est éparpillé? Ouais, c'est-à-dire comme si ça a été... Est-ce que c'est explosé. une autre preuve de ce cataclysme ancien qui sont mentionnés Oui, dans beaucoup de dans, civilisations. dans 500 légendes. 500 légendes. 500 légendes à peu près, ouais. Pareil, ça c'est un bout Un petit bout, avec en dessous toujours Des les hiéroglyphes qui sont majestueux. On rappelle que c'est du granit, hein, tout ça. Hein. Toujours du D'accord. granit, ouais. Voilà, toujours cette... un bout Voilà, de donc tu vois, là statue. on est dans du granit, pourtant on a creusé ce hiéroglyphe, voilà, comme, Ouais. si on avait, comme si on avait ce petit moule un petit peu rond, Voilà, dans et- lequel on a pu ouais. simplement... ça a l'air très simple en fait, quoi. Tu vois, on ne sait pas comment ça a été fait, mais la manière la plus simple qu'on est en mesure de concevoir, c'est de se dire, bon bah, on avait un outil qui permettait juste de... De mouler, quoi. Voilà, Comme je moule ça. cette forme, je fais mon autre forme et je fais pareil. C'est peut-être des imprimantes 3D. Peut-être, peut-être. Et donc là, ce qu'on voit sur la gauche, là où il y a les échafaudages, Oui. C'est le socle. en de fait, la c'est le statue. socle Ouais. qui recueillait à l'époque la statue. D'accord. Et ce socle, je ne sais pas s'il y a une photo où il y a ma femme à côté, mais il fait à peu près 2 mètres de haut. D'accord. Voilà. Ah bah voilà. Ah oui, même plus de 2 mètres de haut. Donc on est à peu près à 2,50 m de haut, presque une dizaine de mètres de longueur, 5 ou 6 mètres de large. Donc tu fais 2,5 x 10 x 6, ça fait 25, ça fait 120, ça fait 150 mètres cubes. C'est du granit, on est à peu près à 2,6 2,5 pour simplifier. 150 mètres cubes x 2,5, donc ça fait rien que ça. Donc le bloc, il est déjà Rien que le 400, bloc, 500 tonnes, quoi. On est déjà voilà, à 150, 300, 375 tonnes. Ouais. Un monolithe hiéroglyphé qui est juste là pour recueillir une autre statue qui, elle, va en faire 1500 tonnes. Et ça, tu peux être sûr. Bon, déjà, le Remaceum, les guides n'y vont pas. Et les quelques personnes qui vont sur ce site, personne ne s'attarde à se dire, mais ok, la statue est phénoménalement gigantesque, mais regarde-moi ce monolithe, regarde-moi ce socle. Le bloc, il a été ramené, quoi. Et c'est un bloc. Hein. C'est un bloc, C'est un seul bloc. Voilà, on c'est est un bien bloc. d'accord. Ça, c'est impressionnant. Alors là, c'est pareil. C'est la... Voilà, donc là on a le bloc de nouveau avec les pieds qui sont dessus les et pieds puis, qui sont dessus, ouais. et puis la statue vue de l'autre côté. Voilà, donc là ça c'est superbe. Voilà, c'est Pareil, dans le granit, là. c'est dans le granit, c'est très facile. Voilà, c'est l'érosion. Alors là, pareil, Ouais, pareil. on voit bien, on constate bien les hiéroglyphes, là aussi. Là. Ce que tu expliquais, c'est vrai que c'est assez profond en plus quand même. Oui, c'est très profond, c'est très clean, c'est bien fait. Et c'est absolument pas les mêmes personnes qui ont fait les hiéroglyphes qu'on retrouve. Ça peut très bien être aussi fait pendant l'Égypte dynastique, plusieurs milliers d'années plus tard, quand il y a eu de la perte de technicité, de la perte de connaissances. Voilà. Alors, Bon là c'est pareil, c'est les hiéroglyphes. toujours pareil, ouais. c'est Toujours pareil, tu nous montres les hiéroglyphes.
C'est toi qui les montres. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là? C'est pas les mêmes pieds, ceux-là? C'est toujours le socle, vu de l'autre côté, donc on voit toujours les pieds énormes qui sont par-dessus. À côté, Ouais. on a une statue secondaire qui n'en est pas moins Ah oui, déjà très grosse. Impressionnante. Voilà. Et c'est quoi? C'est en train d'être refait, c'est pour ça? Ouais, il y a beaucoup de fouilles, il y a beaucoup de... Dieu merci, parce qu'on a... Le gros problème, c'est qu'il y a énormément de sites qui sont refaits, et du coup, les restaurations empêchent de voir le site tel qu'il était lors de la construction, et d'en tirer des conclusions, voilà. Là-bas, oui, comme je disais, Dieu merci, la statue est beaucoup trop grosse pour qu'on en fasse quoi que ce soit. Parce que pour soulever ça, je sais pas comment on fait. Il y a une coupole, je sais plus où, en France, il y a quelques années, une coupole de ciment qui devait être refaite dans un bâtiment. Et en fait, les ingénieurs se demandaient qu'est-ce qui coûterait plus cher, de la faire sur place ou de l'emmener. Et en fait, c'était plus économique de l'emmener et de la poser. Et pour cela, donc cette coupole, elle était entre 2500 et 3000 tonnes. Donc là, on est dans du... Là, c'est pas des enfants qui jouent, tu vois. Pour pouvoir la transporter et la poser, je me souviens plus du site, je suis vraiment désolé. En France, hein? En France. Il a fallu... Donc, on a des grues qui peuvent soulever 3000 tonnes. Mais c'est des grues qui mettent 6 mois à être construites, à être assemblées, et qui nécessitaient, en tout cas pour celle-ci, 240 camions pour transporter toutes les pièces, entre guillemets, détachées de cette grue, pour l'amener sur le site. Ensuite, il a fallu 6 mois pour la mettre sur pied, pour pouvoir soulever cette coupole de 3000 tonnes. Alors, évidemment, c'est 3000 tonnes, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc s'il faut soulever 1500 tonnes, ça va être la même chose, ça va être des centaines de camions et des mois d'assemblage. Parce que pour soulever 3000 tonnes ou pour en soulever 1500 ou 2000, on va être à peu près dans la même démarche. Comment on fait ça? Donc ce serait extrêmement compliqué, c'est ça que... Non seulement extrêmement compliqué, mais rien qu'en termes de logistique, pour pouvoir mettre en place, en tout cas aujourd'hui, de manière moderne avec nos machines, pour mettre en place l'équipement qui permet... Pas de transporter de Assouan, parce que là on est à Luxor, donc on est quand même à 250 km au nord d'Assouan. Pour transporter ça, ou juste pour le poser, nous aujourd'hui, il nous faut 240 camions, et il nous faut 6 mois pour installer la grue. Et ensuite, hop, bon, on le met, très bien. Mais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est... Ça pose problème, surtout ouais, l'époque. Alors là... Bon, là c'est le temple, il y a pas énormément de choses mystérieuses, si ce n'est les statues qui sont en granit. Mais voilà. Oui, bon, tout ça, c'est du granit, tout ce qu'on voit là. Les deux statues, Ah, les deux la statues, petite d'accord. tête et celle à gauche qui est D'accord. cassée, c'est du granit, le reste, Et sur c'est les du calcaire. colonnes, c'est du calcaire. C'est du calcaire. D'accord. Mais c'est vrai que le Sérapéum, la chose intéressante au Sérapéum, c'est pas forcément le temple ou ces statues qui sont aussi magnifiques et toujours, comme tu dis, éternelles dans la manière dont elles ont été travaillées. C'est surtout la grosse statue et son socle qui ont des proportions dignes des colonnes de même nom. Le nez, là, C'est peut-être une tradition, je sais pas. je remarque. Donc toujours, d'accord. Bon, Je sais plus sur quel site tu voulais basculer avant. après, je voulais aller qu'on aille sur l'Indonésie pour changer. Mais tu avais mentionné un truc sur l'Égypte encore. Ah, sur l'Égypte, je sais plus. Alors, je sais plus c'est quel site. Parce que moi, voilà. Là, alors qu'est-ce que c'est ça? Pareil, c'est du granit avec des hiéroglyphes qui sont de moins bonne qualité que ceux qui sont apposés sur la très grosse statue. D'accord, déjà on baisse en qualité. Ça. Voilà. Là aussi, des hiéroglyphes. Mais il faut aussi savoir qu'au sein même de l'égyptologie académique, les symboles hiéroglyphiques, donc par définition qui sont des symboles donc ouverts à la... Ah non, je crois que tu voulais aller à Dachour. Dachour, voilà. Alors, je sais pas si on les a. Mais je sais pas si ils sont dans le... Ah si, Bent. Ça c'est la pyramide rhomboïdale. Voilà. Ah, alors celle-là, elle n'est pas très connue, cette pyramide. La pyramide rhomboïdale. Donc, chronologiquement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la plus ancienne pyramide d'Égypte, c'était la pyramide à degrés de Djoser à Saqqara. Oui. Qui a été faite par l'architecte Imhotep. On nous dit que
Ensuite, c'est Dashur qui a été construit par Snefrou, qui, alors lui, encore plus fou que les autres, il s'est fait 2 pyramides hein, pour s'enterrer. Donc déjà, je sais pas pourquoi. Bon. Parce qu'on part du postulat que les pyramides sont des tombes, voilà. Donc bon, peu importe. Donc Snefrou se serait fait 2 pyramides, la pyramide rouge et la pyramide qu'on voit à l'écran, la pyramide rhomboïdale, dont il a commencé la construction et puis il s'est dit oh non finalement c'est un peu trop pentu, on va voilà. Ah d'accord, on va changer. Elle a une forme un peu bizarre. Voilà. D'accord, ok. Ça c'est l'explication de l'égyptologie. On a commencé et puis on s'est dit bon c'est un petit peu trop raide, on va réduire et voilà. On va faire une plus petite quoi. Voilà, et ça tient. Sur la pyramide rhomboïdale, c'est là où on a les plus beaux restes de parements de toutes les pyramides d'Égypte. C'est vraiment exceptionnel parce que même quand on est devant à quelques mètres, on a l'impression que c'est une vitre quoi. On voit pas les liens. Ouais. Donc il y a Snefrou, voilà, là, Snefrou qui se serait fait ces 2 pyramides. Elle est grande quand même. Oui, elle est très grande aussi. Ouais, bien sûr. Bah, on a un garde avec un fusil qui nous a suivis. On était seuls hein, sur le site. Un garde, un militaire qui nous a suivis avec un fusil pour pas pour nous emmerder, hein, pour notre sécurité. Voilà. Donc oui, je reprends simplement la chronologie. Donc on a Snefrou qui a fait Dashur. Ensuite, son fils Khéops a fait la pyramide de Khéops. Le frère de Khéops, Képhren, a fait la pyramide de Képhren et le sphinx à son effigie. Et ensuite, le fils de Képhren, Mykérinos, a fait la 3e pyramide. Ça, c'est la chronologie acceptée et enseignée. La version officielle, comme on dit. La version officielle, voilà. Donc là, c'est les fameux parements là, dont tu parles. Ils sont encore... ils sont là, quoi. Ils sont intacts. On voit bien l'arête... tu vois, là, on voit très bien l'arête, à quel point elle est acérée, si je puis dire. D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'il y a très peu de fouilles qui sont encore faites, il y a très peu de public qui va sur ces sites. On peut rentrer dans cette pyramide-là, dans celle-là ? Celle-ci, est-ce qu'on peut rentrer ? Non, on est rentré dans la pyramide rouge de Dashur. Mais par contre, on n'est pas capable de savoir sur combien de mètres encore continue la pyramide sous le sable. Parce que si on enlève le sable du Sahara aujourd'hui, je pense que... Ah, il y aura encore je pense qu'on devient fou de voir derrière, en dessous, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu voudrais dire qu'elle pourrait être plus grande que ce qu'on pense, en fait. Oui. Donc oui, cette pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge de Dashur, elles sont aussi au programme des voyages qu'on organise et qu'on va revisiter au mois de septembre. D'accord. Et l'intérieur de la pyramide rouge de Dashur est aussi exceptionnel parce qu'on a des incohérences absolues en termes d'architecture et de mise en place de monolithes de granit. Là, voilà, on a ces petites encoches dans lesquelles on mettait alors soit du bois, soit des alliages de métaux pour que les blocs puissent rester soudés les uns aux autres, pour que ça ne bouge pas. D'accord, les petites encoches qu'on voit ici. Voilà. Toujours est-il que le contenu des encoches a disparu et la pyramide n'a pas bougé d'un pouce. Voilà. Tout au fond, on voit la 3e pyramide de Dashur, mais qui est très... elle tombe en morceaux. Elle tombe en morceaux et elle est censée être, et en tout cas elle est, beaucoup plus contemporaine que les 2 autres. D'accord. Parce que comme d'habitude, il est très probable qu'une civilisation ait hérité de ce site, avec la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale, et s'est dit, bon bah on va quand même essayer de les imiter, on n'est pas en reste. Et ils ont fait cette pyramide, voilà, elle est en ruine, parce que il n'y avait pas la technologie, quelle que soit la technologie employée, il n'y avait pas la connaissance, il n'y avait pas la maîtrise de la structure. Et voilà, et puis aussi en termes de matériaux utilisés, là on est sur à chaque fois des gros blocs de calcaire. Sur la 3e pyramide dont le nom m'échappe, qui tombe en ruine, on est plutôt sur de la brique. La brique, oui. Donc pareil, toujours plus c'est récent, moins il y a de qualité, plus ça... D'accord. Plus ça se casse la gueule, quoi. Là, pareil, on voit bien le parement. Et alors, ce qui est très étrange, tu vois, c'est que quand on est dans la pyramide, les blocs n'ont pas de forme définie. Il n'y a que les blocs du parement qui sont vraiment pile taillés dans la forme qu'on veut leur donner. Et il n'y a pas que cette pyramide, il y a aussi la pyramide de Mykérinos. Voilà, donc là, il faut faire un petit peu de voiture pour aller dans le désert, voir cette pyramide. Il y a aussi la pyramide de Mykérinos, la plus petite de Gizeh, ouais. qui a la base de son parement
qui reprend ce qu'on retrouve au Pérou en termes de travail du granit. Comment c'est possible? On trouve ça que à ces deux endroits dans le monde, avec les mêmes boules, les mêmes... c'est incompréhensible. Voilà, toujours pareil. Toujours pareil. Cette pyramide. Elle est vraiment moins connue, celle-là. Oui, c'est vrai que de manière générale, l'Égypte, c'est Luxor, Abou Simbel, bon, Gizeh, Luxor, Abou Simbel, un peu Assouan. Mais au sud de Gizeh, il y a très peu de touristes. Et quand bien même les tours opérateurs organisent des voyages, nous on les a vus, hein, les cars, Ouais. ils arrivent à Gizeh, ils restent une heure et demie, ils vont faire la Grande Pyramide, ils vont faire le Sphinx. Et si tant est qu'ils soient assez chanceux pour quand même voir Dachour et Saqqara, ils vont faire Saqqara, Dachour, Gizeh le même jour. Tu vois, enfin, c'est vraiment du tourisme. Voilà, on arrive, on se prend un selfie devant la pyramide et basta. Mais nous, quand on est allé voir et quand on va y retourner pour nos voyages organisés, on reste une journée complète sur Gizeh. Il faudrait rester des jours, des semaines sur Gizeh. Mais au moins le plateau de Gizeh, on se le fait de l'ouverture à 8h30 jusqu'à la fermeture à 17h. Saqqara, Dachour, on se le fait sur toute une journée. Abou Gorab aussi, on y passe plusieurs heures. Abou Gorab, Abou Sir. Voilà, tout ça, parce qu'il faut se donner le temps de voir pour pouvoir enquêter, pour voir les détails, pour voir toutes ces choses, et aussi, surtout pour les gens qui vont venir avec nous, pour montrer toutes ces choses, leur montrer tous ces détails, toutes ces anomalies, toutes ces... C'est quoi le positionnement des Égyptiens vis-à-vis justement de l'intérêt que tout, voilà, le monde entier leur suscite? 100% académique. Académique. Ouais. Ils restent dans ce que... Complètement. Ouais. Ils s'aventurent dans aucune autre théorie. Absolument pas. Certains. Mais non, sinon, c'est Khéops, Képhren, Mycarinos, c'est tout ça, quoi. Donc ils acceptent en fait quelque part une chronologie qui leur a été amenée par des archéologues occidentaux, etc. Enfin, oui, tout à fait. Il n'y a pas de... Ouais. Oui, il n'y a pas de travail alternatif qui est fait de la part des Égyptiens, parce que les Égyptiens ne sont pas plus différents. Ils sont pas différents de nous, pas différents des Américains, ni autres. Donc ils partent du principe que ce qu'on nous dit est vrai et n'a aucune raison d'être contesté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, quelque part, j'ai envie de dire, une espèce d'enjeu politique, parce que d'un coup, si on leur expliquait, bah non, c'est pas vraiment vous qui les avez construits, ça leur retirait quand même la paternité de quelque chose. Oui, ça c'est évident. Hein. Donc on a plutôt intérêt à dire, bah non, mais écoutez, non, aussi, monsieur... Zahi Hawass, dont tu parlais avant, oui, il était en tête de gondole de ce message martelé, quoi. Oui, qui était martelé. Parce que lui, pour le coup, non seulement il était malhonnête et il a pillé, enfin il s'est enrichi et il a fait énormément de détournements, mais il était aussi un des moteurs principaux de ce martèlement des théories académiques qui sont acceptées actuellement. Oui, parce que dès que quelqu'un sortait d'une théorie, il lui tombait dessus, il n'avait plus le droit de faire de recherche. Ah oui, non, déjà pour pouvoir, à son époque en tout cas, qui n'est pas non plus très éloigné, parce que c'était les années 2000. Oui, parce qu'il vient d'être révoqué il y a très peu de temps finalement. Ouais. Mais c'est vrai qu'à son apogée d'escroquerie, il était entre 2005 et 2010, où déjà en termes de budget et d'allocation de fouilles, comment dirais-je, validées par le gouvernement égyptien, il était déjà très pointilleux pour un petit peu se légitimer en tant que nouveau boss de cette égyptologie, parce qu'après on commençait tout ce qu'il a pillé, tout ce qu'il a détourné. Lui, il fallait qu'il garde son image, et en faisant systématiquement des excès de zèle, il pouvait se légitimer en tant que nouveau chef de l'égyptologie, et après, derrière, pouvoir faire un petit peu ce qu'il voulait. Bon, Dieu merci, ça a été publié, maintenant c'est connu, et il a été révoqué, et bon, il devrait finir en prison. Espérons. Il devrait. En tout cas, Zahi Hawass nous a bien fait rire dans beaucoup de reportages. Oui. Bon, on va faire la deuxième pause. Et déjà puis, oui, ça passe à une vitesse. Je te l'ai dit, surtout après... Me dis pas qu'il va falloir que je revienne. Ah bah, je sais pas, mais ça va être certainement, parce que là, l'Indonésie, on va devoir passer à la trappe. On va aller sur l'Indonésie. Ça va être un petit peu plus court, l'Indonésie. Voilà, surtout que je suis obligé après de prendre les questions. Voilà. Vas-y, on y va après. Des métanotes, et il y en a plein, donc forcément la régie elle est prête, c'est parfait. Bon, on fait la pause, on revient juste après. À vous la régie.